La prison ultra sécurisée de Vendin-le-Vieil, symbole de la fermeté de l'État face aux narcotrafiquants, prison voulue, on le sait, par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Cette prison de Vendin-le-Vieil se retrouve déjà rattrapée par la justice puisqu'un juge a ordonné d'assouplir le traitement d'un détenu jugé indigne, notamment en raison de l'allumage de la lumière toutes les 2 heures pendant la nuit de sa cellule. Mais le parquet a aussitôt fait appel. Derrière ce bras de fer, une question politique: quand l'État affiche sa fermeté, les institutions judiciaires ne viennent-elles pas systématiquement déconstruire ou neutraliser son action, Ophélie Roch? Ce qui est d'autant plus absurde, c'est que donc cette personne-là se plaint en effet que la lumière de sa cellule soit allumée toutes les 2 heures. C'est-à-dire que toutes les 2 heures, je pense qu'il vérifie, voir si le prisonnier est bien là, bien vivant. Ça reste une prison de haute sécurité, c'est un peu l'objectif. Cette même personne qui se plaint en effet de la lumière et des conditions du coup insalubres de sa détention, c'est une personne qui est condamnée notamment pour une sorte de trafic d'êtres humains, puisqu'il faisait partie de ces passeurs qui font venir des gens illégalement et qui un peu la traitent d'une certaine manière. Donc je trouve ça d'autant plus incroyable que quelqu'un qui se permet d'acheminer des gens comme des ballots, c'est-à-dire sans doute dans des conditions immondes, se plaignent que la lumière lui soit parfois, en effet, comme ça, mis devant les yeux. Enfin, ces gens-là n'ont aucune morale. Ça se voit, ce n'est pas le seul. Une autre vingtaine de prisonniers, donc toujours de ce quartier haute sécurité qui vient d'être créé, ont décidé de porter plainte pour des conditions de détention, selon eux, qui sont indignes. Les conditions de transfert aussi. Et de transfert, oui, parce que je pense que si vous voulez, les banquettes ne doivent pas être rembourrées dans les voitures, donc forcément, ça doit être des choses atroces. Donc, je veux dire, on peut pas à un moment décider d'agir en dehors des fonctions. Alors, non seulement ils agissent en dehors de la loi, mais ils agissent aussi souvent en dehors de l'humanité. Et ces gens-là qui se permettent pour les autres de dénier leur humanité veulent, eux, par contre, absolument qu'on les traite non pas simplement comme des êtres humains, mais même que tout leur soit dû, c'est-à-dire que tout leur est dû. Non, je suis désolée. Enfin, comment dire? Mais alors vous vous inquiétez effectivement que ces gens-là se plaignent de leurs conditions. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la réaction de la justice. Le magistrat qui confirme que cela constitue une pratique susceptible d'affecter gravement la qualité de son sommeil, d'affecter sa santé mentale et in fine de porter atteinte à sa dignité, Joseph Massescaron. Ça, c'est ce que dit le magistrat. Vous savez, dans les avions, très souvent, dans la pochette avant, lorsque vous faites de longues destinations, il y a quelque chose qui s'appelle un masque. Voilà. Oui. Et à ce moment-là, vous le mettez sur les yeux, et du coup, vous n'avez plus la lumière. Vous n'avez plus la lumière à bord. Bien sûr. Non, mais pardonnez-moi pardonnez-moi, parce que j'ai l'impression, quand j'entends ça, que c'est Guantanamo. Réellement, que c'est Guantanamo. Parce que c'est ça ce qu'ils veulent démontrer, les juges. C'est que c'est Guantanamo. Or, c'est absolument, évidemment pas Guantanamo. Je rappelle juste qu'en effet, un masque sur les yeux, ça marche très très bien. Très très bien. Je vous assure que ça marche. Et puis vous pouvez aussi fermer les paupières. Et que ça ne pose aucun problème, et que ça ne pose aucun problème pour le sommeil. Voilà. Tout simplement. Non, jadis. Qu'est-ce qu'on cherche à faire, en fait, derrière ça? Alors d'abord, je pense que il y a 2 éléments. C'est-à-dire, le juge veut accéder à une forme de notoriété, parce que soyons clairs, il y a aussi une course échalote à la notoriété médiatique chez les juges. C'est normal, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il cherche également à élargir son domaine d'action, parce que autrefois, la manière dont les prisonniers étaient traités, et ça semblait à tout le monde normal, relevait de l'administration pénitentiaire. C'est eux qui prenaient les décisions, et ces décisions n'étaient pas contestées par les juges. Les juges s'arrêtaient là. Bien sûr, alors évidemment, s'il y avait ensuite après des exactions réelles qui pouvaient être constatées, oui, il y avait une enquête d'abord de police et qu'ensuite après, etc. Mais les juges, pardonnez-moi, n'avaient pas autorité. Et maintenant, ils ont totalement, on a laissé progressivement, par abandon, par soumission, les juges élargir leur champ d'intervention et leur champ de pouvoir. Qu'il s'agisse d'ailleurs de ce sujet ou qu'il s'agisse d'autres sujets. Est-ce qu'ils se soucient davantage, ces juges, parce que c'est la question qu'on peut se poser aussi, Ophélie Roch, est-ce qu'ils se soucient davantage de la dignité des détenus ou de celle des victimes? Parce que lorsqu'on apprend, vous imaginez la famille de victimes qui lisent un truc pareil, c'est-à-dire quand on se parle, il est réveillé toutes les 2 heures.
C'est indigne pour les victimes. Je pense que ce que les juges font surtout attention, en fait, c'est à ceux qui vont faire le plus de bruit. Et visiblement, les victimes sont beaucoup plus dignes que ces gens-là. Donc vous entendez rarement des victimes se plaindre. Il n'y a que des gens qui finalement n'ont pas le moindre bon sens moral, qui peuvent se permettre parce que là, en effet, il y a plus de 20 détenus qui vont lancer plusieurs recours en justice, notamment contre la personne même du garde des Sceaux, Monsieur Darmanin, en disant que c'est une sorte de bourreau, hein. C'est vraiment c'est Satan en personne, hein. Il veut absolument les éliminer. Donc mais c'est même un coup de canif finalement dans la crédibilité politique. Oui, du mais garde des Sceaux. je pense qu'à un moment, moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que les juges font énormément d'études. Enfin, ce ne sont pas des gens idiots, loin de là. Ils ont les lois, ils ont des codes de loi à appliquer. Comment est-ce qu'on peut, le problème, justement, c'est un problème de la manière dont on devient juge en France. Hein. C'est-à-dire que faire des études, c'est bien, mais aussi avoir une expérience, justement, de ce qui se passe et du monde judiciaire, c'est mieux. Et quand on voit comment on devient juge en Angleterre, comment on devient juge en France, on devient juge après avoir passé un examen. En Angleterre, c'est absolument pas le cas. On est d'abord, très souvent, on est avocat avant de devenir juge. C'est-à-dire, on sait ce que c'est. C'est-à-dire, on sait ce que c'est que les enquêtes, on sait ce que c'est que les plaidoiries, on sait ce que c'est que, voilà. Donc, des personnes se trouvent, du jour au lendemain, pratiquement, devenir, de devoir donner la chose jugée. Et tout ça parce que ces personnes ont passé des examens certes difficiles. La question n'est pas là. Et vous savez, il y a un autre élément en France. Pardonnez-moi, un autre élément en France. Ça s'appelle l'ENA. L'ENA aussi, c'est-à-dire on passe un examen et on est censé être habilité. Ça, c'est extrêmement français. Mais on entend beaucoup dire que les Français attendent davantage de fermeté, attendent que les peines soient exécutées, attendent beaucoup des politiques. Sauf qu'on a l'impression que dès que les politiques vont dans ce sens et vont dans ce qu'attendent finalement les Français, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire ils sont rattrapés par autre chose. Joseph Massescaron. Oui, ils sont rattrapés de toute façon par l'institution judiciaire. Il y a un problème, bien sûr, avec l'institution judiciaire. Vous pouvez parler du juge qui vient de prendre cette décision, mais on peut aussi bien parler du Conseil constitutionnel, bien évidemment. Donc il y a un problème. On a encore eu l'exemple il y a peu de temps. Est-ce que les juges qui ne rendent pas compte, ne rendent pas compte, qui n'ont pas l'expérience parfois nécessaire, qui ne sont pas élus, qui ne sont pas désignés, qui ne sont pas sanctionnés, ont vocation à être le premier pouvoir en France. C'est une question fondamentale, vous l'avez posée. L'exemple du Conseil constitutionnel il y a quelques jours était aussi frappant. La loi Duplon, l'ECRA, voulue par Bruno Retailleau, censurée également. Ces mesures ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Ce sont des contre-pouvoirs. Donc c'est vrai qu'il est parfois un peu étonnant de voir que normalement ils sont là pour intervenir que dans les cas extrêmes où en effet il y aurait des abus concrets. C'est-à-dire qu'en effet, si on était dans une forme de vrai Guantanamo, il serait intéressant en effet qu'ils s'opposent. Là, on comprend pas bien. Moi, je pense que ce sont des gens surtout qui se sentent déclassés dans la société et qui essayent de récupérer les parcelles de pouvoir là où ils peuvent. C'est-à-dire qu'en disant, voilà. Vous savez, les gens sont toujours nostalgiques de ce qu'ils ont été à un moment. Moi, je pense que les juges sont nostalgiques de l'image qu'ils avaient il y a peut-être 30, 40, 50 ans avec un statut social qui était très, très différent. Maintenant, finalement, être juge, vous êtes pas vraiment, vous faites partie d'une petite élite, mais presque j'ai envie de dire d'une petite élite bourgeoise, presque provinciale. Vous voyez, il n'y a pas cette prestige réellement qu'il y avait initialement. Donc je pense qu'ils essayent en effet de se raccrocher à chaque manifestation du pouvoir qu'ils ont, de l'exercer de manière tatillonne, de manière bruyante aussi, puisque le but est de montrer qu'ils comptent. Donc je pense que ça peut expliquer en partie parce que sinon le bon sens voudrait qu'ils ne fassent pas ça. Donc à un moment, il y a un problème de bon sens. On a du mal à se dire comment on peut expliquer ça rationnellement. On peut expliquer ça et qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'une prison en fait? C'est-à-dire est-ce qu'on préfère une prison où les détenus peuvent avoir des téléphones portables, peuvent fêter leur anniversaire dans leur cellule comme on a pu le voir récemment, des prisons avec des tables de massage, ou est-ce que on veut une vraie prison où lorsqu'on est à l'intérieur, c'est une sanction? Ceci dit, il serait intéressant en effet d'emmener certains juges dans certaines prisons, en effet, parce que je pense qu'ils seraient déjà très très surpris et étonnés de voir que les détenus les accueilleraient pas avec la même bienveillance que eux-mêmes leur démontrent. Parce que je pense que si vous êtes juge et que vous allez dans une prison, je ne leur donne pas, mais même pas une minute pour pas être recouvert de crachats, si ce n'est pire. Donc il faudrait peut-être en effet qu'ils se rendent compte qu'ils jugent les choses rationnellement, mais
l'être humain n'est pas rationnel. Les gens ne sont pas rationnels. Donc pourquoi être plus humain finalement que la moyenne quand c'est en plus pour que cette humanité elle descende sur des gens qui ne la méritent pas tout simplement. Allez, un dernier mot, Joseph Massescaron. En fait, ce que je trouve, c'est que dans ce domaine, le mot a été employé, il faut du bon sens. Et je vois peut-être d'ailleurs progressivement, puisque vous avez fait référence à la table de massage, et Gérald Darmanin qui a déclaré un certain nombre de choses sur les tables de massage qui relevaient du bon sens. Et qui a parlé de bon sens d'ailleurs. Et je pense qu'il y a un effet Retailleau dans ce gouvernement. Là, je redeviens journaliste politique. Un effet Retailleau, c'est-à-dire que de plus en plus, dans le domaine régalien, des ministres se réclament du bon sens. Lui, évidemment, Retailleau, lui-même, et puis Gérald Darmanin, et d'ailleurs, Sébastien Lecornu aussi, sur les domaines de défense, qui parle comme jamais un ministre de la Défense n'avait parlé. Faut-il qu'ils aient le pouvoir après d'agir librement et oui. Encore une fois, les exemples nous montrent que ce n'est pas toujours le cas. Merci à tous les deux, Joseph Massescaron, et merci à Ophélie Roch. Et merci Mickaël Dorian. À ce soir. À ce soir, 19h.